Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la preview du Divisional Round de NFL, saison 2022. Plus que 8 équipes en lice, 4 matchs ce week-end. Et pour décortiquer ces 4 matchs, j'accueille la Dream Team du podcast, la même équipe que la semaine dernière, en commençant par Jordan. Salut Jordan, comment ça va? Salut Flav, ça va super et toi? Bah plutôt pas mal. On accueille aussi Théo, fan des Ravens qui s'est donc vu éliminé cette semaine, rappelons-le. Salut Théo, comment ça va? Et oui, triste défaite pour nous, mais bon, on fait avec, ça va. Et un autre éliminé de cette semaine, Alban. Salut, comment tu Salut vas? Flav, ça va super. Bon, ben Seahawks est éliminé, bon, une saison de Voilà, au plus. moins on est tous membres. On est tous membres de la team canapé. Ah, maintenant oui. On est parfaitement neutre. On est parfaitement neutre sur tous les matchs qui restent. Et Exactement. là, pour le coup, voilà, on a évité tous les Giants de l'équipe. On vous épargnait un côté fan que vous retrouverez pendant les lives, sans aucun doute. Mais pour le podcast, on va rester entre gens neutres. Et on va commencer par le premier match qui aura lieu donc dans la nuit, enfin dans la soirée de samedi soir. Le match entre les Jaguars et les Chiefs de Kansas City, ce sera à Arrowhead. Les Chiefs qui ont donc eu une semaine de repos, on va commencer par toi Alban, une semaine de repos la semaine dernière. J'ai envie de te dire, les Chiefs normalement devraient s'en sortir plutôt facilement contre les Jaguars, non? Bah, tout joue pour eux. Ils ont eu cette semaine de repos. On les a sentis même bien physiquement, assez frais sur la fin de saison. On les a sentis même mentalement très bien. Donc je pense que tout va bien du côté de Kansas City. Ils jouent à domicile, ils retrouvent les playoffs. Il y a une revanche à prendre sur l'année dernière. En plus de ça, ils jouent certainement ce qui est peut-être l'équipe, je ne sais pas si c'est l'équipe la plus faible qui reste dans ces playoffs. En tout cas, dans l'AFC, je pense que c'est sûr. Donc tout va bien pour eux, ouais, je pense. Kansas City, c'est, rappelons-le, quelques chiffres de la saison régulière, la meilleure attaque en nombre de yards, 413,6 yards en moyenne par match, la meilleure équipe à la passe, 297 yards de moyenne, la meilleure équipe en nombre de points inscrits, 29 points en moyenne. Théo, c'est une attaque absolument redoutable, Kansas City. Ouais, Flav, redoutable. Le seul point noir, et encore, il est petit, c'est le début de saison, où ils ont eu du mal à démarrer, surtout défensivement. Mais petit à petit, ils se sont mis en route. La machine est en marche. Je les vois mal s'incliner ce samedi. Maintenant, les Jacksonville Jaguars n'ont rien à perdre. À eux de saisir l'opportunité, chaque opportunité qui se présentera à eux. C'est une équipe qui a quand même un petit point faible offensivement, Kansas City, c'est les turnovers. C'est quand même, ils en ont eu 23 cette saison, ce qui est quand même pas mal, notamment des fumbles. Est-ce que est-ce que c'est là l'un des seuls espoirs pour les Jags? Et je vais même élargir la question, Jordan. Quels sont les espoirs pour les Jaguars dans ce match-là? Alors leur espoir, ce serait qu'ils arrivent à jouer comme ils ont fait face aux Chargers en seconde mi-temps. Oui, j'allais C'est-à- dire, peut-être on va peut-être éviter de commencer par le 27-0. Non, non. Non, mais en fait, il faut savoir que, comment dire, la deuxième mi-temps des Jaguars est une masterclass d'efficacité puisqu'ils ont marqué à chaque drive. Mm. 3 touchdowns, un field goal. Et surtout, en fait, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais ils ont fait que 4 drives. Tellement ils ont réussi enfin, à manger la cloche. Mine de rien, ça peut être une des stratégies employées par les Jaguars, les Jags, pardon, de en fait, faire des drives longs et chirurgicaux qui empêchent Patrick Mahomes d'avoir la balle. Voilà, donc pour ça, ça veut aussi imposer effectivement une certaine solidité défensive et de forcer le turnover. Je pense que la stratégie des Jaguars doit être là. Pas forcément chercher les big plays risqués, chercher des petits gains à faire durer le jeu, à faire durer leur drive et limiter les fois où Patrick Mahomes a la balle parce qu'offensivement, on le disait, comment dire, Kansas City reste sans doute la meilleure attaque et la mieux armée de ces playoffs. Donc si tu donnes du temps à Patrick Mahomes, ce sera pas comme Justin Herbert, il en sera pas trop. Là, on a parlé de l'attaque de Kansas City. Par contre, niveau défense, c'est quand même une défense qui est notamment contre la passe
assez vulnérable. C'est seulement la 18e défense contre la passe. Est-ce que on peut attendre de Trevor Lawrence, Théo, qu'il fasse un match plein, qui puisse lui permettre, notamment dans le jeu de passe, embêter à tenir le plus longtemps possible ce match serré pour pourquoi pas créer une énorme surprise? Sur le match de samedi dernier face aux Chargers, il a montré une force mentale incroyable, surtout pour son premier match de playoff. Il doit continuer sur la seconde mi-temps qu'il a faite. Ce que j'ai remarqué en regardant le match, parce que je me suis refait le match à froid. Les passes. Et c'est toi qui avais fait le résumé, il me semble, en plus du match Jaguars Chargers pour le site. Exactement. Et il a pris entre guillemets moins de risques et comme l'a très bien souligné Jordan, il a pris son temps. Ses passes étaient beaucoup plus vers l'extérieur et surtout à des hommes libres, des hommes comme Engram ou encore Jones. Et ça a payé. En 4 drives, comme l'a dit Jordan, c'est 3 touchdowns et un field goal. Et je pense que Doug Peterson n'est pas étranger à cette réussite également. Donc je pense que mentalement, il va être préparé par son coach et que vu la performance en seconde mi-temps, ça va le galvaniser pour pourquoi pas détrôner le grand Patrick Mahomes. On a eu déjà un duel entre Kansas City et Jacksonville en saison régulière. C'était le 13 novembre. Les Chiefs s'étaient imposés 27-17. Ils menaient à la mi-temps déjà 20-7. Donc autant dire que le match était déjà bien engagé à la mi-temps. Alban, est-ce que les Jags peuvent s'appuyer sur ce match-là ou est-ce qu'un match de saison régulière et un match de playoff c'est une chose complètement différente et de toute façon ça n'aura rien à voir dans les jeux qui seront appelés? Je pense que ça sera bien différent parce que Kansas City c'est une équipe qui a assez d'expérience en playoff pour pour jouer de nouvelles cartes. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. On parlait un peu la semaine dernière des équipes qui étaient capables, qui gardaient certains jeux pour les playoffs. Je pense que Kansas City en fait partie. Et il y a un cahier de jeu très élargi pour embêter Jacksonville. Mais ce qui est sûr, par rapport au motif d'espoir des Jaguars, il va falloir mettre la pression sur Patrick Mahomes, lui faire peur clairement, avec Trevon Walker, le numéro 1 de la dernière draft, et Josh Allen qui est un premier tour d'il y a plusieurs années. On l'a vu, ils sont capables de mettre la pression sur les quarterbacks adverses. Et là, il faudra le faire contre Kansas City. Mais je ne me fais pas de soucis forcément sur l'attaque, même si Trevor Lawrence a lancé 4 interceptions la semaine dernière. Je pense qu'avec Doug Peterson, ils ont étudié la question pour les éviter, ces pertes de balles. Et il leur faudra parce que contre Kansas City, ça ne passera pas si on a le même schéma que la première mi-temps de la semaine dernière. Mais la défense de Kansas City n'est pas le point fort de l'équipe, et ça depuis des années. Ça ne les a pas empêchés de gagner le Super Bowl en 2020. Mais ce n'est pas le gros point fort, ce n'est pas une défense lockdown qui est capable de faire énormément de jeux significatifs et de provoquer énormément de pertes de balles. Donc si l'attaque est plutôt sérieuse du côté de Jacksonville, ça pourra être intéressant, mais c'est défensivement où il faudra stopper Patrick Mahomes. Un dernier joueur que je voudrais aborder dans ce match-up, Jordan, c'est Travis Kelce. Travis Kelce, qu'on a vu toujours très important dans le jeu avec Patrick Mahomes, mais qui n'a plus marqué de touchdown depuis 6 matchs consécutifs. Alors ça correspond plus ou moins à la montée en puissance de Jerick McKinnon, qui lui pendant ce temps-là a accumulé les touchdowns en fin de saison. Est-ce que le diable Kelce s'apprête à sortir de sa boîte pendant les playoffs? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Je sais pas quelle stratégie emploiera Kansas. Maintenant, c'est sûr que c'est un joueur, enfin en tout cas c'est un tight end d'expérience, c'est un très bon tight end. Je crois qu'il est encore d'ailleurs, il me semble chez Kansas leader du nombre de touchdowns reçus, à moins que ce soit Kadarius Toney. Mais en tout cas, il doit être assez proche de ça. Du coup, il est sûr que ce sera en tout cas une menace clairement identifiée, je pense, pour Jacksonville.
et que même si comment dire, il ne marque pas, il sera sans doute très marqué, donc ça laissera des opportunités ailleurs. Et voilà, forcément, si tu mets du monde en couverture sur lui, il y aura forcément des espaces qui vont se libérer chez des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins surveillés. Euh, un petit tour rapide pour votre vainqueur, les amis. Théo, Jacksonville, Kansas City. Je vais miser sur Kansas City parce que Patrick Mahomes. Tu aimes le risque. Oui, Tu aimes exactement. le risque. Alban, Kansas City, Jacksonville. Moi, je mise sur Kansas City. Je pense que Jacksonville va tenir 3 quarts temps et s'écrouler dans le dernier. Jordan, Jacksonville ou Jacksonville? Non, je rigole. Jacksonville ou Kansas City? Non, je vais miser Kansas aussi. Je pense qu'aujourd'hui, Jacksonville n'a pas montré assez de régularité pour Il inquiéter. va peut-être manquer un peu d'expérience aussi à Trevor Lawrence. Puis c'est déjà une saison réussie en soi, hein. Une victoire en playoff, premier de division. Ah donc, bah voilà. tout à fait. Tout à fait. Et une autre équipe qui n'a plus rien à perdre puisque sa saison est déjà réussie, ce sont les Giants de New York qui vont eux aussi aller affronter l'équipe numéro 1, mais cette fois de la NFC, ce sont les Eagles de Philadelphie. Là, en plus d'une place pour la finale de conférence NFC, Théo, on a un duel de division entre les Eagles et les Giants, deux équipes de NFC Est, la NFC Est qui est brillamment représentée par 3 représentants. Euh, Est-ce que la rivalité de division va amener un côté encore plus dramatique, si j'ose dire, à cette rencontre entre les Giants et les Eagles? Bien sûr, bien sûr. On connaît la rivalité entre ces deux franchises. On sait que c'est des matchs avec beaucoup de physique, qui laissent des traces. On sait que les Giants, on s'attendait pas à ce qu'ils soient là, mais c'est, comme vous l'avez dit, saison réussie pour eux. Je m'attends à un très très gros match de la part de Saquon Barkley. Samedi dernier, c'était encore superbe ce qu'il a réalisé avec Daniel Jones, le quarterback. Un beau duel de quarterback d'ailleurs entre Jalen Hurts et Daniel Jones. C'est un match à ne surtout pas rater. Tu as parlé de Saquon Barkley, donc je vais rebondir dessus. Saquon Barkley et Daniel Jones, tous les deux, c'est la semaine dernière contre les Vikings, je crois c'est 58 yards pour Saquon Barkley, mais 2 touchdowns. 56, Et un peu plus exact. de 56, Yeah. voilà, et un petit peu plus de 70 pour Daniel Jones à la course aussi. Autant dire presque 130 yards à eux deux. C'est l'un des points faibles, si on devait en trouver un, de la défense de Philadelphie contre le jeu au sol. Cette saison, ils sont tout juste dans la moyenne de la NFL, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Euh, Jordan, est-ce que on a là une clé du match? Est-ce que les Giants doivent appuyer sur ce jeu au sol, cette mobilité de Daniel Jones et Saquon Barkley qui revient à un niveau plus qu'acceptable, voire même excellent cette saison? En tout cas, ils vont affronter la meilleure défense à la passe de saison régulière, Mm. euh, qui n'est aussi que 16e du coup en défense à la course. Et c'est sûr que quand tu as un atout dans ton équipe comme Saquon Barkley, tu as intérêt à, comment dire, à t'appuyer dessus. D'autant plus que les Eagles sont aussi très bons pour provoquer des takeaways. C'est la troisième équipe qui en a provoqué le plus de toute la saison régulière. Donc effectivement, je pense que, sachant que tu n'as pas non plus alors tu as des bons receveurs, c'est pas ce que je dis, hein, chez les Ouais. Giants, mais tu n'as pas non plus on va dire des pointures. Si tu penses gagner face aux Eagles sans jeu de course, ça va être très compliqué. Oui, donc clairement, le corps de receveur Et, des Giants, c'est pas. Oui, je te laisse finir. Hein, c'est pas. non, C'est clairement. Il n'y a pas un receveur à 1000 ou 1200 yards dans la saison, quoi. C'est très partagé, quoi. voilà. Et deuxièmement, on l'a surtout, enfin on l'a vu aussi sur avec les Vikings, hein. Comme vous l'avez mentionné, certes, Saquon a fait peu de yards, mais quand il a fallu marquer, les Giants n'ont pas souvent eu d'autre choix que de s'en remettre à la course. Enfin, c'est évident. Est-ce que, Alban, toi, Daniel Jones et Jalen Hurts, on va mettre les deux ensemble. Est-ce que cette saison, ils t'ont surpris
On sait que Daniel Jones a été beaucoup décrié dans ces premières années chez les Giants. Cette année, on a l'impression qu'il a passé un cap. Jalen Hurts a fait une saison très bonne, qui le place même parmi les candidats au MVP avec notamment Patrick Mahomes. Est-ce que toi, ces deux quarterbacks cette année t'ont surpris? Oui, ils m'ont surpris. Ça, c'est une certitude. Daniel Jones, il m'a surpris toute la saison, mais j'ai envie de dire encore plus la semaine dernière, parce qu'il nous a sorti, comme tu l'as dit, une sacrée performance. Puis il y a eu, c'est l'attaque de New York dans sa globalité qui a été très sérieuse, très intelligente, avec Daniel Jones à sa tête. Et je pense qu'il a évacué la pression du premier match en play-off. Comme tu l'as dit aussi, c'est une saison qui est plus que réussie pour les Giants pour le moment. Et je pense que ce match-là, il tombe à pic pour les Giants parce qu'on aurait pu croire que saison réussie, victoire en play-off à l'extérieur à Minnesota, peut-être on aurait pu se dire que New York pourrait s'arrêter là avec les honneurs. Mais je pense que justement, le fait de jouer les Eagles et d'avoir un duel de division, ça va les motiver encore plus et ça va les mettre dedans. Et on n'est pas à l'abri d'un nouvel exploit des Giants. Et de l'autre côté, on a un Jalen Hurts qui a quand même un petit peu de pression pour ce qui sera son premier match de play-off en carrière. C'est dans ces play-offs le seul maintenant qui n'a pas joué un seul match en play-off. Et Philadelphie est tête de série numéro 1 dans cette conférence. Donc je pense qu'il y a une pression, mais il y a aussi les arguments, bien sûr. On ne termine pas numéro 1 pour rien. Et sur le titre de MVP, bon, je pense qu'il sera un peu court, Jalen Hurts, parce qu'il a manqué quelques matchs en fin de saison. Il a des statistiques un petit peu en dessous de ses concurrents. Mais effectivement, il m'a surpris parce qu'ils perdent leur premier match au week 11, il me semble, contre les Commanders. Et quand même, pour un quarterback qui a 3 ans d'expérience dans la ligue, dont 2 ans en tant que titulaire, c'est quand même une sacrée performance. Et puis il a fait peu d'erreurs, donc je crois que c'est parmi les candidats au titre de MVP, c'est l'un de ceux qui a le moins d'interceptions, il me semble. Et sa saison est énorme, ça c'est sûr. Tu mentionnais le fait qu'il ait été absent en fin de saison, d'ailleurs, ce qui correspond à 2 des défaites des Eagles contre les Cowboys et, rappelons-le, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et oui, il nous faut bien un fait de gloire cette année. Théophile, on sait qu'il a eu un problème à l'épaule, Jalen Hurts. Nick Sirianni claironne qu'il sera à 100% pour le match de samedi. Jalen Hurts a dit aussi qu'il se sentait très bien, qu'il n'y avait aucun problème. N'empêche que sa blessure à l'épaule sera forcément scrutée, ça c'est une évidence. Est-ce que les Giants vont appuyer, si j'ose dire, sur ce côté-là? Est-ce qu'ils vont, on va pas dire essayer de le blesser, mais est-ce qu'ils vont tenter quand même de le gêner sur son épaule meurtrie? Et surtout, est-ce que son épaule peut tout simplement mettre en danger Jalen Hurts et les Eagles, puisque s'il venait à se blesser, ce serait Gardner Minshew qui prendrait la place, et on a vu en saison régulière que c'était pas forcément la même limonade. Il est clair que faut jouer sur la faiblesse de son adversaire. Et la faiblesse, en l'occurrence, là, c'est l'épaule de Jalen Hurts. La défense des Giants peut faire quelque chose. Ils sont capables de saquer Jalen Hurts par Kayvon Thibodeau et John Feliciano, en l'occurrence. Ils peuvent très bien le faire. Et puis la défense sur l'intérieur de la ligne aussi, on l'a vu juste contre les Vikings avec Leonard Williams et Dexter Lawrence, on a vu qu'ils étaient morts de faim, donc je pense qu'ils vont avoir à cœur d'aller chasser Leonard Williams qui n'était pas là pendant les 2 matchs de saison régulière, il me semble, contre les Eagles, et qui est revenu là et qui devrait avoir faim. Ouais. Exactement. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il faudra étudier de très très près pour les Giants. C'est comme l'a dit Alban, ils seront à bloc. C'est un match de division. Les matchs de division, ça se gagne, peu importe la manière. Donc je vois bien les Giants faire un upset sur ce match-là. Et justement, l'heure des pronostics. Donc Théo, toi, Giants. Ouais, Giants. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que le match d'Adoree Jackson face à son adversaire direct, Justin Jefferson, c'est de très très haute qualité.
De toute façon, on a parlé de Williams, on peut parler aussi de Jackson. Clairement, les retours défensifs chez les Giants arrivent au meilleur moment et on l'a vu contre les Vikings. Savoir maintenir Justin Jefferson comme il l'a fait, c'est pas donné à tout le monde. Et cette saison, on a vu que bon, c'était quand même Justin Jefferson fait partie des meilleurs receveurs de la ligue. On va pas partir tout de suite sur un débat sur qui est le meilleur dans la ligue. Mais, voilà, parce que tout le monde aura son avis. En nombre de yards sur la saison régulière, Justin Jefferson était le meilleur. Ça, c'est statistique. Mais il a contenu à 74 yards à la réception. Oui, C'est énorme, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc là, clairement, il aura fort à faire. Hein. Là encore, il y a une très bonne attaque de Philadelphie, mais c'est vrai que ça va donner un match-up intéressant. Alban, New York, Philadelphie. C'est l'un des matchs que j'ai le plus de mal à pronostiquer parce que... Oui, parce que tu veux pas te mettre le patron. Non, pas du tout. Parce que d'un côté, j'ai vu une équipe des Giants qui a été maîtresse de son sujet contre Minnesota et qui m'a surpris par son intelligence et son sérieux. Et j'ai surtout été impressionné par un homme, Brian Daboll, qui a coaché parfaitement, j'ai envie de dire, cette rencontre contre Minnesota et que j'ai trouvé dans l'attitude sur certains moments où on avait l'occasion de le voir. Hyper concentré, comme s'il savait qu'il allait gagner, comme s'il entraînait une équipe qui n'était pas du tout outsider. Et je trouve qu'il a cette mentalité de vainqueur et de head coach pour sa première année en tant que head coach qui me surprend. Je l'ai vu aussi cette semaine refuser que son coordinateur offensif fasse des interviews pour des postes de head coach. On sent qu'il est vraiment à fond dans ses playoffs et il peut nous sortir quelque chose de sa botte. Mais je vais dire les Eagles en prolongation grâce à l'appui du public. Eagles en prolongation. Et toi, mon cher Jordan, Moi, je te sers quoi? Du New York ou du Philadelphie? De l'Aigle ou du Géant? Non, je vais donner les Eagles aussi, parce que je pense que l'équipe est quand même plus prête, plus performante aussi, et surtout, elle aura quand même le home advantage, mine de rien, ce qui va jouer, d'autant plus que pour le coup, là, on a de la chance que c'est un vrai derby qui se joue, les deux villes sont très très proches, géographiquement parlant. Donc il y a des chances que le public de Philadelphie veuille se déplacer justement pour soutenir les siens face à un rival historique et géographique. Je vais te laisser la parole, mon cher Jordan. Je vais te faire intervenir en premier sur le match suivant entre les Bills et les Bengals. Buffalo contre Cincinnati, ce sera à 21h dimanche. Ce sera d'ailleurs le match que l'on vous commentera en direct sur Twitch. Ce sera donc le duel en AFC, un duel qu'on avait déjà vu il y a, alors que je dis pas de bêtises, 3 semaines de ça, et qui s'était interrompu au bout de quelques minutes avec le drame autour de Damar Hamlin, match qui n'a donc pas vu son terme arriver. Est-ce que forcément cette histoire de Damar Hamlin va ressurgir sur ce match? Est-ce que pour toi ça aura une importance capitale dans l'affrontement de playoff entre les Bills et les Bengals? Alors, la symbolique est ultra forte, on va pas se le cacher, parce qu'effectivement ça a lieu quelques semaines après, c'est un incident qui a quand même choqué la NFL, enfin le monde de la NFL. En revanche, je pense qu'une fois que le premier, on va dire, snap sera lancé, les joueurs en auront eux plus grand chose à faire. Enfin, je m'entends, c'est qu'ils vont, entre guillemets, ils seront concentrés sur leur match et tu vois, Oui, bien sûr. ce sera pas, enfin voilà, ils auront autre chose. Je crois pas trop dans le supplément d'âme, etc. De ça. En revanche, pour revenir, je dirais, sur un truc beaucoup plus analytique, moi, les Bills m'ont assez désagréablement surpris face à Miami. Je trouve que l'équipe a réussi à se compliquer la tâche toute seule. Et tu fais ça face à Skylar Thompson et une équipe de Miami à moitié dévastée, qui était vraiment pas la même qu'en début de saison en termes de forme, ça va. Face aux Bengals, tu joues au même jeu. Ils sont restés, je sais plus, genre au moins 4 ou 5 drives à un moment donné sans marquer un point. Enfin, c'était vraiment pas top. Et surtout en plus en donnant des possessions. Tu fais ça face à Joe Burrow et Ja'Marr Chase. À mon avis, l'addition est bien plus salée que ce qu'elle a été face à Miami. Donc voilà, en tout cas, il faudra que
il faudra que les Bills fassent très attention dessus. Après, ça reste, à mon sens, avec Kansas, les deux meilleures équipes de l'AFC, même peut-être en tout cas dans le top 3 des équipes de la ligue avec du coup donc, San Francisco et Kansas. Donc je pense qu'il reste meilleur en tout point et surtout que Josh Allen pour le moment, en tout cas est plus fort que Joe Burrow et arrivera mieux à conduire son attaque que Joe Burrow dans un match qui je pense sera très très tendu. Donc ça devrait donner un avantage aux Bills, mais attention quand même à ne pas se relâcher, à ne pas se croire gagnant trop vite, parce que sinon tu peux payer très cher aussi le momentum, un peu comme ce qu'ils ont fait face à Miami. Justement, tu parlais de la déception des Bills contre Miami. C'est vrai que pendant très longtemps, ils ont été accrochés, même jusqu'à la dernière minute, hein, puisqu'on rappelle que Miami avait un drive à 3-4 minutes de la fin pour éventuellement aller en prolongation, voire mieux. Donc ça a été accroché jusqu'au bout. Théo, toi qui as suivi, je suppose, le match entre Cincinnati et Baltimore, là aussi on a vu un match très accroché, beaucoup plus que ce qu'on était en droit d'attendre. On va pas revenir pour pas te faire trop de mal sur le touchdown de 98 yards, mais est-ce que ces deux équipes, toi, t'ont déçu, Cincinnati et Buffalo, dans leur premier match de playoff? Ah, clairement, ils m'ont déçu. Je pense qu'on a tous été surpris de chacune de leurs prestations. On a vu un Joe Burrow assez neutre. Certes, il a mis un touchdown, mais c'est pas le Joe Burrow que l'on connaît. Josh Allen, on l'a vu perdre ses moyens. À un moment, il y a eu une petite brouille avec la ligne défensive des Dolphins et ça l'a complètement sorti de son match. Il a fait une interception. Sur la deuxième interception, pardon, il y a Stefan Diggs qui est seul sur sa droite et il décide de lancer sur sa gauche, du coup, c'était Cole Beasley. Mais, Oui, exactement, mais il était encerclé par 3 joueurs. Et, en fait, sur le point sur lequel je veux arriver, c'est que, sur la gestion du temps, Josh Allen n'a pas été en totale maîtrise de ce qu'il faisait. Il restait moins de 2 minutes à jouer, il fait cette deuxième interception. Pourquoi privilégier une passe aussi dangereuse comme ça, plutôt que d'assurer une passe à Stephen Diggs qui était clairement tout seul et de laisser le temps couler? Sur cette gestion-là, sur cette partie-là, Josh Allen n'a pas été capable de le faire et d'amener son équipe avec un avantage de 8 points d'avance au vestiaire. Au lieu de ça, c'est 3 points d'avance parce que le drive par la suite des Dolphins s'est conclu par un touchdown et une conversion à 2 points. Donc voilà, faut faire attention à tout ça pour les deux quarterbacks, mais c'est vrai qu'on a été assez déçus de leur performance. Les deux équipes ont une défense contre la passe qui est moyenne moins, on va dire. Les Bengals sont 23e en saison régulière en défense contre la passe. Les Bills sont 15e, donc tout juste dans la moyenne. Ils ont tous les deux plus de 210 yards en moyenne concédés. On sait que Joe Burrow et Josh Allen sont des quarterbacks qui adorent les gros jeux, que ce soit sur Ja'Marr Chase, sur Stephen Diggs, chacun de leur côté. Est-ce que pour toi, cette défense aérienne, Alban, c'est l'une des clés de ce match? Celle qui gérera le mieux le receveur numéro 1 adverse pourra aller en finale de conférence? C'est difficile de répondre à cette question parce que je trouve que les deux équipes ont une défense contre la passe qui est, comme tu l'as dit, oui, moyenne. Est-ce que dire que c'est la clé du match, c'est compliqué? Moi, je pense que la clé du match, ça peut être sur la pression, sur la ligne défensive, sur la pression sur le quarterback, où je vois les Bills plus forts à ce niveau-là. Je trouve que la défense, dans sa globalité de Cincinnati, m'impressionne pas, autant cette année que l'année dernière, hein, même en allant au Super Bowl. Mais celle des Bills, je la trouve costaud à certains moments. Évidemment, on l'a dit, hein, en attaque, ni Josh Allen ni Joe Burrow nous a convaincus. Les Bills, pour moi, ils sont passés pas loin de se faire surprendre, mais je pense qu'ils ont moins été en mesure de perdre leur rencontre de wildcard que les Bengals.
parce que pour moi, Baltimore avait tout pour gagner la semaine dernière. Et sur ce jeu de Sam Bard, on a un peu tous oublié que à quelques centimètres, Baltimore élimine Cincinnati. Donc c'est là où je suis un peu inquiet pour les Bengals, sachant qu'il y a une donnée très importante pour moi, c'est qu'ils joueront à l'extérieur. Le match sera à Buffalo. On sait que Buffalo à domicile, c'est du costaud. Il y a quand même du public, il y a quand même un peu de vent frais. Donc Buffalo a... Il y aura même un peu de pluie, normalement. De pluie. Et Buffalo a les cartes en main. Je pense que le match de Buffalo, évidemment, il ne m'a pas convaincu contre Miami. Mais je pense qu'il va leur servir de leçon. Parce qu'il fallait ce genre de match qu'ils n'ont pas eu depuis presque 2 ans, où ils ont maîtrisé quand même la plupart de leurs rencontres et de leurs rencontres importantes. Là, je pense qu'il y a eu une bonne piqûre de rappel. Et c'est sûr que Josh Allen va devoir perdre moins de ballons. Comme pour les autres rencontres, votre favori, Buffalo, Cincinnati, Jordan, on prend qui? On va prendre Buffalo. On va prendre Buffalo parce que ça donnerait un match de playoff à Atlanta, se parlait depuis longtemps. Oui, alors on rappelle pour ceux qui ont manqué l'information que si jamais Kansas City et Buffalo se qualifient, la finale de conférence aura lieu effectivement à Atlanta. Évidemment, si c'est Cincinnati contre Kansas City, ce sera Kansas City. Si c'est Buffalo contre Jacksonville, ce sera Buffalo. Bref, c'est que dans le cas d'une finale Buffalo-Kansas City. Dans ce cas-là, effectivement, ce sera Atlanta. Alban, toi, Buffalo, Cincinnati? Je vais dire Buffalo parce que pour l'avantage du terrain, pour le fait de jouer à domicile et pour la ligne défensive qui, à mon sens, a beaucoup plus de possibilités de mettre la pression sur le quarterback adverse. Et Théophile, Cincinnati ou Buffalo? C'est difficile à dire parce que Buffalo c'est inconstant mais ça score, et Cincinnati sur leur match ils ont pas été créatifs du tout, mais ils ont été très opportunistes. Je dirais Cincinnati parce que par leur manque de créativité, mais l'opportunisme qu'ils ont affiché face à Baltimore, comme l'a dit Alban, ils étaient à 2 doigts de se faire éliminer. Même s'ils sont à l'extérieur, et même s'ils ont éliminé Baltimore, oui, ce sont mes favoris. Sans rancune. Sans en rancune. fait, tu es un fervent d'AFC Nord, c'est ça le truc. C'est que tu donnes l'avantage à l'AFC Nord. Non, du tout. Je vais les voir tomber. J'espère me tromper sur ce prono. Tu es un homme de cœur, de division, nous voyons ça. On passe au dernier match, celui entre les 49ers et les Cowboys des 49ers de San Francisco, qui se sont imposés contre les Seahawks au premier tour, des Cowboys qui, eux, ont battu les Buccaneers, donc 2 équipes qui ont déjà joué la semaine dernière. Première question, Alban, laquelle de ces 2 équipes t'a le plus impressionné? Le plus impressionné... Oui, je sais, c'est dur de dire San Francisco. Non, mais oui, je vais dire San Francisco. Mais ça, sur le match de la semaine dernière, San Francisco, et puis sur toute la saison, San Francisco. Mais effectivement, ils sont largement favoris. Ils ont tout pour battre Dallas, et il y a de grandes chances qu'ils le fassent. Même si je fais partie de ceux qui s'accordent à dire que Dallas a une chance de passer, parce qu'il y a plein de qualités dans cette équipe de Dallas. Mais, notamment un kicker d'exception. Oui, et notamment Brett Maher, il faudra s'appuyer sur lui. Non, plus sérieusement, les Niners, autant défensivement qu'offensivement, il y a tout pour aller jusqu'au bout. Mais bon, j'aimerais bien, moi, voir une équipe de Dallas. Je vais attendre Dallas, et je pense que beaucoup de monde attend Dallas sur ce match. Parce que, évidemment, beaucoup de monde et les principaux détracteurs de Dallas s'accordent à dire qu'ils vont perdre. Et en tout cas, si jamais ils réalisent l'exploit, je pense que ça fera taire pas mal de monde, et ça sera un sacré statement de s'imposer à San Francisco. J'aimerais bien, en plus, moi, voir une finale de conférence Philadelphie-Dallas. Ça aurait quand même pas mal de gueule, pour parler vulgairement. Mais voilà, en tout cas, j'ai un point commun avec Trevon Diggs. J'irai pas en vacances avec Stephen A. Smith, qui a dit que Dallas n'avait absolument aucune chance.
Mais San Francisco m'a plus impressionné, oui. On a quand même, Théo, là, une sacrée bataille entre deux équipes qui ont des stats assez impressionnantes cette saison. San Francisco, c'est la meilleure défense en nombre de points concédés. C'est aussi la sixième meilleure attaque en nombre de points marqués. Dallas, c'est la cinquième meilleure défense en nombre de points concédés, la quatrième meilleure attaque. Bref, c'est deux équipes qui réussissent très bien dans les deux secteurs du jeu. Alors, plutôt avantage à la défense ou à l'attaque dans ce match-là? Je dirais plutôt avantage à l'attaque. Avantage à l'attaque parce que au sol, ce qu'ont montré les Niners avec Christian McCaffrey qui est maintenant toujours invaincu avec les Niners. Euh, l'attaque des Niners m'impressionne beaucoup, que ça soit à la course, à la passe. C'est très fluide. Après, les Cowboys ont des arguments à faire valoir. CeeDee Lamb, c'est fort également. On va tous se tourner vers le duel de quarterback, bien évidemment. Et Brock Purdy, est-ce qu'il va céder à cette pression-là? Dak Prescott également. Dak Prescott, je pense qu'il a réalisé son meilleur match face à Tampa Bay. Je pense que tout va jouer en attaque parce qu'après en défense on connaît le talent de Micah Parsons qui a encore réalisé un sac face à Tom Brady avec Nick Bosa. Donc voilà, je pense que les défenses se valent, mais en attaque, je pense que ça va jouer sur ça. Jordan, dernière question. Les 49ers sont donnés, on va pas dire nettement, mais sont donnés bien favoris pour la NFC maintenant. On sait qu'en AFC, on en a parlé, c'est un petit peu plus partagé. Est-ce que tu comprends qu'ils aient une telle aura, ces 49ers, et est-ce que éventuellement tu penses que les Cowboys peuvent les embêter? Alors oui, tout est faisable. Les Cowboys, en plus, l'ont montré face aux Buccaneers. Quand tu as un Dak Prescott de gala, ton attaque va beaucoup mieux. D'autant plus que c'est un quarterback qui est quand même assez mobile, donc il pourra peut-être gérer la pression que va imposer la ligne de San Francisco. En revanche, il y a un point, c'est que toute la saison, la défense des Cowboys a certes été très bonne, elle l'a été beaucoup moins contre la course, et qu'en face, tu as en effet un très bon jeu au sol, et tu as surtout un super joueur en la personne de Christian McCaffrey. Ça pourrait être une des clés. Pour moi, c'est la clé du match, hein, la défense contre Ouais, la en course. tout cas, ouais, l'une des clés, ou voire même la clé du match, effectivement. Mais je pense que. Comment expliquer ça? Je pense que ce sera en tout cas beaucoup plus serré qu'on ne le pensait. Enfin, que ça pourrait le laisser le penser, pardon. Et qu'effectivement, Dallas a de belles choses aussi à faire valoir. Et je crains un peu, pour l'instant il a fait des très beaux matchs et c'est vrai que l'histoire est belle, hein, mais je crains un peu qu'on commence un petit peu petit à petit aussi à voir les limites de Brock Purdy face à pour le coup une défense à la passe qui est très très bonne. Bon, on sait que pour Brock Purdy, ça va être un match qui est tout double. Soit il surperforme, soit on va réellement voir son niveau de jeu. C'est là que je trouve que ce point il est clé dans ce match, c'est que si Dallas ne réagit pas contre la course et contre Christian McCaffrey, effectivement ils vont se faire marcher dessus, il y a des chances. Mais si jamais ils arrivent à stopper ce jeu de course, ça sera pas la même chose que contre Seattle la semaine dernière où Brock Purdy avait parfois 5-6 secondes où il pouvait traverser le terrain dans sa largeur pour lancer. Là je pense que Micah Parsons il va pas le lâcher d'une semelle et même la ligne défensive des Cowboys est beaucoup plus forte que celle des Seahawks. Et je pense que si San Francisco donne l'opportunité à Brock Purdy de lancer très souvent, il risque d'être surpris et du mauvais côté. Donc je pense que San Francisco a intérêt à courir beaucoup plus que contre Seattle. Et si c'est efficace, tant mieux pour eux. Si ça ne l'est pas, je ne sais pas si à la passe ils vont pouvoir faire la différence. Surtout quand on a, comme je le disais, un Micah Parsons qui est capable de mettre beaucoup de pression et un Trevon Diggs dans la défense profonde.
On fait comme d'habitude le petit tour de pronos. On commence par Jordan, Dallas ou San Francisco. Ah Qui bah, vois-tu passer? moi, ça fait maintenant enfin, depuis avant le début des C'est- playoffs. c'est vrai, on n'a pas raconté à nos auditeurs que Euh, tu es un fervent défenseur des Cowboys vainqueurs du Super Bowl. Exactement. C'était ma way too early prediction des playoffs et je la continue. Enfin, du coup, de facto, j'y crois encore. Hein, les Cowboys vont battre évidemment San Francisco avant de d'éclater Philadelphie pour aller gagner le Super Bowl ensuite. Très bien. Jordan, non, Jordan s'est fait Alban. San Francisco ou Dallas? Ben le cœur dirait Dallas parce que j'aimerais bien qu'ils passent et parce que ça serait bien que les gens arrêtent de s'acharner sur eux, même si je suis pas un grand fan de Dallas, mais je les déteste pas. San Francisco, c'est, comme vous le savez, une équipe que je porte pas dans mon cœur, mais effectivement, la raison dirait San Francisco. Et pour répondre à Jordan, non, les Cowboys ne gagneront pas le Super Bowl, je mets ma main à couper, parce que même s'ils y vont au Super Bowl, à la limite c'est possible, ils le gagneront pas. Et là, c'est là que Alban va malheureusement perdre une main. C'est ça qui est triste. Euh, voilà, Mais, nous mais vous c'est pas donnons enregistré, rendez-vous on est sur d'accord, on Twitch. est entre nous. Voilà, c'est ça, c'est en off. On se donne rendez-vous donc à la mi-février pour une émission spéciale sur Twitch où on va couper la main d'Alban. Ça fera beaucoup d'audience. Ah non, pas du tout. Ouais, ça fera peut-être un Théo, ban aussi, on sait pas. oui peut-être. Ouais. Théo, toi, alors il n'y a pas d'équipe d'AFC Nord, hein. Donc, c'est pas la peine de nous en sortir une. Dallas ou San Francisco? Euh, j'ai mis San Francisco vainqueur du Super Bowl, donc San Francisco. Après, je serais en aucun cas surpris si Dallas passe. Loin de là. Très bien, merci tous les trois pour votre avis sur ces quatre matchs-là. On se donne donc rendez-vous à 21h pour le live du match commenté entre les Bills et les Bengals. Ce sera dimanche. Et d'ici là, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et de très bons matchs NFL. Salut, salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao.